Bonjour à tous et à tous. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, il ne va pas avoir beaucoup de travail de ma part, car je vais simplement lire. Vous donner des informations sur l'autisme grâce à un magnifique livre qui a été créé par Joseph Choanek, Stefan Shore et Linda Rastelli ou quelque chose comme ceci. Donc voilà, je vous assure peut-être que je vais pas tout lire aujourd'hui parce qu'il dure quand même un petit moment, le chapitre 12, mais en fonction de la vitesse où je vais lire, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos à propos de ce chapitre, 2 maximum. Donc voilà, c'est le livre Comprendre l'autisme pour les nuls et il y a jusqu'à 15 chapitres je crois. Je l'ai lu, je me rappelle même plus des chapitres. Avec les nuls, tout devient facile. Ça c'est sûr. Dans ce livre, si vous intéresse, vous apprenez comment diagnostiquer l'autisme, les différents syndromes, Asperger, Rett, enfants, adultes, trouver l'aide nécessaire et savoir réagir. Donc c'est un livre de Stefan Shore, Linda Rastelli, adapté par Joseph Choanek et Caroline Glorion. Je m'excuse si je maudis vos noms de famille, je ne sais pas trop les prononcer. Donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 12. Donc parlons droit. Comment faire le maximum pour la scolarisation de votre enfant. Donc voilà. Donc à présent, c'est parti. Dans ce chapitre, vous allez apprendre se familiariser avec le cadre juridique de l'éducation des enfants autistes, connaître les possibilités de compensation du handicap, prendre en main l'éducation de votre enfant, recevoir un PPS et mettre en place un travail d'équipe pour naviguer dans le système scolaire et suivre les progrès de votre enfant. Voilà ce que vous allez apprendre durant ce chapitre 12. Chaque enfant, quel que soit son handicap, a le droit à l'éducation. C'est la loi fondatrice de 2005, énonce dans son domaine de compétences l'état en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Donc peut-être que parfois je vais me permettre de parler et me couper en ma lecture. Déjà pour commencer à vous dire que toutes les personnes ont le droit à la scolarisation, qu'elles soient handicapées ou non. Et voilà. Donc du coup on recommence. Et encore, tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L351. Donc c'est un autre chapitre. Le plus proche de son domicile qui constitue son établissement de référence. Ceci étant, lorsqu'on aborde la question de la scolarisation, on se heurte souvent à des murs. Tel ne devrait pas pourtant être le cas. Si vous connaissez les obligations légales des écoles en matière de scolarisation des enfants handicapés et ce que vous pouvez faire, il devrait être possible d'éviter que tout ne tourne au cauchemar. Quand un enfant handicapé est scolarisé, il lui faut des aides nécessaires afin que la scolarité ne tourne pas au cauchemar et qu'elle se passe bien pour l'enfant. Je suis une jeune lycéenne autiste de 16 ans et au lycée, j'ai déjà une bonne relation avec les adultes. Ils ont conscience que je suis autiste, voilà, je pense que tous mes profs sont au courant et j'ai une AESH. Donc une AESH, c'est une AVS, mais maintenant on dit AESH, c'est une assistante d'enfants en situation de handicap. Faites les dossiers nécessaires et faites le nécessaire afin que vos enfants soient scolarisés non dans un institut, mais dans une école ordinaire. Avec toutes les aides qui lui seront fournies, votre enfant va réussir. Mais il faut appliquer les choses. Voilà. Il faut pas dire « Ah mon enfant il est autiste, il est machin truc !» et ne rien faire. Voilà, très honnêtement. Allez, on continue. Naviguer dans les systèmes juridiques et scolaires. Bien que vous puissiez vous sentir totalement isolé à de nombreuses reprises au cours de votre bataille contre les préjugés entourant le handicap, le droit est de votre côté pour ce qui est de l'éducation. Un diagnostic d'autisme est juridiquement considéré comme un handicap. Et tous les enfants handicapés ont le droit à des compensations légales et des services spécifiques.
compensation. Excusez-moi si je bégaye à des moments, il y a certains mots où j'arrive pas trop à dire, voilà. Et aussi, j'ai du mal à respirer depuis tout à l'heure, donc je sais pas ce que j'ai, voilà. Comprendre ce que la loi vous permet. Il est essentiel de bien connaître le cadre juridique de l'école. Consulter des sites internet spécialisés et solliciter des associations de bons conseils s'avère indispensable. Si vous avez du mal avec votre enfant autiste, je vous conseille des associations. Dans ce domaine, il y en a beaucoup à l'heure d'aujourd'hui et il y a des personnes qui peuvent très bien vous aider dans ce domaine. Hein. Que ce soit des éducateurs, des gens comme ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider. Donc si vous êtes parent d'enfants autistes, ne restez pas dans la galère. Et le problème, c'est que je vous dis cela, mais moi j'ai été diagnostiquée à 12 ans. Et jusqu'à que je reçoive mon diagnostic, j'ai été une enfant très très compliquée. Et ça s'est très très mal passé durant toute mon enfance. Hein. J'ai fait souffrir mes parents, je me faisais souffrir moi-même. On parle même pas de ma petite sœur, elle a eu une grande sœur odieuse avec elle. Donc voilà. La loi fondatrice, certes pas la seule, est celle du 11 février 2005. Dans l'état actuel du droit français, vous pouvez compter sur le droit à la scolarisation en milieu ordinaire. Il s'agit de la situation juridiquement normale et par défaut en l'absence de PPS, entre guillemets, projet personnalisé de scolarisation qui prévoirait le contraire. La place de l'enfant est ainsi à l'école ordinaire et non en établissement spécialisé. Ça, c'est très important. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, mais très honnêtement. À la fin de mes années de maternelle, on a très bien vu que je ne pouvais pas passer en CP, donc on m'a mis dans ce qu'on appelle un ITEP, donc c'est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Dans la logique des choses, ce n'était pas ma place, et j'ai passé toute mon enfance dans ces écoles. C'est à partir de 13 ans que j'ai intégré un collège. Donc voilà, alors que ma place était en dispositif Ulysse avec l'accompagnement d'une AESH. Mais quand on reçoit un diagnostic, la vie est tellement plus simple, tellement plus belle. C'est ça le problème, c'est que dans de nombreux pays, et notamment en France, on ne diagnostique pas assez tôt l'autisme. Les professionnels de santé ne sont pas assez compétents. Et oui, et je suis totalement d'accord avec mes propos, ça sort de ma bouche, de ma tête et ma pensée. Je dis tout. Excusez-moi, mais j'ai subi des médicaments honteux venant des professionnels de santé alors que j'étais autiste et non schizophrène pour recevoir du Risperdal à 0,5. Voilà, je sais plus si c'est exactement ça la dose. Voilà. Donc certes, j'ai énormément progressé grâce à l'ITEP, mais ce n'était pas ma place. Car j'ai accumulé du retard scolaire et j'ai dû tout rattraper. En l'espace de 2 ans, j'ai rattrapé 4 ans de retard scolaire. Alors évidemment, il y a des notions que je n'ai jamais suivies, mais j'ai réussi. C'est que j'étais capable d'être inclus dans une scolarité normale, comme les autres, même si j'avais des difficultés autistiques. Voilà. 2. Le droit à une école inclusive. L'inclusion signifie que c'est à l'école de s'adapter à votre enfant et non pas votre enfant de s'adapter à l'école. Entre guillemets, cette dernière thèse est appelée intégration. Elle a été durant longtemps la maxime de l'école, mais tel n'est plus le cas. 3. L'élaboration d'un PPS, donc projet personnalisé de scolarisation qui tracera la voie pour votre enfant et dans l'élaboration duquel vous ainsi que votre enfant serait impliqué. 4. La compensation du handicap de manière plus générale encore que ce que prévoit le PPS. Par exemple, la compensation du handicap peut porter sur vous en tant que les parents et non pas seulement sur l'enfant. Ce mot, la compensation ou compensation, il faut que je regarde sa définition parce que je ne le connais pas. Ensuite, la présence d'équipes de suivi de la scolarisation dans chaque département. Par exemple, je suis suivi par un CESAD. Voilà. La formation des professionnels au handicap. Voilà. Donc ça venait de la loi fondatrice, certes pas la seule, et celle du 11 février 2005. Dans l'état actuel du droit français, vous pouvez compter sur tout ce que je viens de vous lire là. Certains de ces droits peuvent ne pas être appliqués sur le terrain. Toutefois, n'oubliez pas quand vous mobilisons
vous augmentez fortement les chances que les choses changent pour vous. Pourtant, j'ai pas de difficulté à lire, mais alors je bégaye. Alors, restez impliqué dans l'éducation de votre enfant. 3 facteurs conjoncturels peuvent être déterminants dans l'éducation de votre enfant. 1. Les qualités personnelles des enseignements de votre enfant. 2. La pertinence du PPS par rapport aux besoins de votre enfant. Et 3. La participation active des parents dans le processus de scolarité. C'est très important que les parents accompagnent leur enfant. J'ai toujours été très accompagnée, très suivie, et c'est ainsi aujourd'hui que j'arrive à mener des beaux projets. Alors d'aujourd'hui, j'étudie des études qui me plaisent énormément dans un lycée ordinaire, et tout ça grâce à des accompagnements. Alors faites pareil pour votre enfant, au lieu de mettre votre enfant autiste dans des instituts, hein? Nous nous concentrons ici sur ce dernier point, car c'est celui sur lequel vous pouvez le plus agir. Cela peut paraître évident, mais nous espérons que vous encouragez à l'ancien en le disant, les parents qui assument un rôle actif auprès des professeurs obtiennent toujours les meilleurs résultats. Vous avez le droit de participer aux réunions concernant votre enfant. Soyez donc là, même si vous n'y parlez pas beaucoup, vous entendez ce que les autres disent et votre seule présence en dit beaucoup. Effectivement, des parents qui ne sont pas présents à des réunions déjà de personnes non handicapées, c'est pas bien. Mais alors en plus, si vous avez un enfant handicapé et que vous participez pas aux réunions dans la scolarité de votre enfant, ce n'est vraiment pas bien. Vous pouvez pas savoir ce que les personnes, les profs et tous les gens qui accompagnent votre enfant pensent de votre enfant, et ça c'est pas bien. Ensuite, coopérez avec le système scolaire. Trouvez-vous un représentant à l'école, par exemple un enseignant ou un psychologue scolaire en qui vous avez confiance. Donc je me coupe encore dans ma lecture, désolé. C'est très important que votre enfant handicapé, donc là je parle pour les autistes parce on lit un livre sur l'autisme, enfin je lis parce que j'ai pas d'amis imaginaires, mais c'est important que votre enfant soit suivi par un psy, voilà, ou une psy, et qui vous tiendra informé en vous aidant à coopérer avec le système scolaire. Cherchez également à en savoir plus le plus possible, notamment pour ce qui est des progrès de votre enfant par rapport aux objectifs du PPS. Voilà. Les éducateurs peuvent être des experts dans leur domaine, mais vous êtes le meilleur expert en ce qui concerne votre enfant. Personne ne connaît plus votre enfant que vous les parents. Bon, après malheureusement, il n'y a pas tous les parents qui sont géniaux pour éduquer leurs enfants. Il y a des enfants battus, il y a des enfants rejetés, il y a des enfants abandonnés. Il faut être honnête, faut pas cacher les choses, le monde n'est pas tout rose. Donc après, les enfants ils finissent en foyer et bon, des fois c'est les gens qui les accompagnent qui les connaissent mieux. Ne soyez pas intimidés par tout ce que vous pouvez entendre dans le milieu scolaire. Les gens avec qui vous traitez ont le devoir de toujours communiquer clairement avec vous à propos de ce qu'ils font et pourquoi. Si vous ne comprenez pas un point, demandez poliment une explication en tant qu'éducateur. Ils ont aussi le devoir de vous expliquer leur travail. Si vous adoptez un ton agressif ou accusateur, vous risquez de vous en faire des ennemis et surtout de ne pas obtenir les explications que vous souhaitez. Il faut parler correctement avec courtoisie aux gens, même quand on n'est pas content. Je dis ça parce que parfois c'est compliqué, mais il faut le faire. Si vous parlez mal aux professionnels qui accompagnent votre enfant, vous allez être braqué entre vous et là ça va pas aller sur le dos de votre enfant. Vous voyez, ça va lui retomber dessus, ça va pas aller du tout. Voilà. Ce que vous voulez est une bonne coopération avec les enseignants et les progrès de votre enfant. Voilà, il faut communiquer, c'est très 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 important. Mais vraiment, s'il se passe des choses dans le milieu scolaire ou avec les professionnels qui accompagnent vos enfants et que vous coopérez pas, ça va pas vous aider. Soutenir votre enfant à la maison. Alors là, on entame un sujet important. Toujours dans le chapitre 12, je le rappelle. Parmi les 3 facteurs décisifs pour l'éducation de votre enfant, implication des parents, PPS, enseignement de qualité, il faut compter aussi sur la manière dont vous soutiendrez votre enfant à la maison. Rappel,
L'éducation d'un enfant n'est pas comme commander un repas dans un restaurant. Vous ne pouvez pas commander et attendre qu'on vous apporte un plat. Vous devez aller dans la cuisine et mettre la main à la pâte, vous-même. Voici quelques étapes informelles que vous pouvez entreprendre. Alors, déterminez quelles sont les aptitudes que l'enfant travaille à l'école. Consacrez du temps à les renforcer à la maison. Malheureusement, quand on est autiste, et notamment autisme lourd, quand on a un autisme plus lourd, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Personnellement, je suis autiste de haut niveau et parfois quand je lis par exemple des énoncés, il m'est impossible de les comprendre. Bon, donc là, je demande sûrement pas à ma mère qui a un niveau de CP et encore moins à mon père, mais je demande aux professeurs et aux AVS. C'est très important, quand vous êtes autiste et en mesure de poser des questions, faites-le. Même si vous êtes timide, que vous bavardez pas ou que quoi que ce soit, vous levez la main, votre professeur vient vous voir, et voilà, ça vous aidera encore mieux à avancer. Expliquez ce sur quoi vous travaillez à la maison aux enseignants de votre enfant et demandez si l'école peut renforcer ses compétences. Demandez aux enseignants de votre enfant ce que vous pouvez faire pour aider à la maison. Ils apprécieront la question. Ah bah oui, ça c'est sûr. Fixez des attentes élevées mais raisonnables et manifestez toujours à votre enfant votre soutien affectif lors de chacun de ses progrès. Soyez prêt à ajuster vos attentes à la hausse ou à la baisse. Si vous devez ajuster vos attentes à la baisse, ce n'est pas nécessairement pour toujours. Parfois, il faut identifier un blocage caché pour qu'un enfant progresse. Assurez-vous que les délais que vous avez définis pour l'atteinte des objectifs sont raisonnables, en fonction des capacités de votre enfant et des méthodes utilisées. Parfois, certains élèves ne se surpassent parce que justement on a cru qu'ils pouvaient le faire. Je vais vous dire quelque chose, ça c'est ma mère qui l'a dit à tous mes profs d'ailleurs. Quand on est enfant autiste, on veut la perfection et on se dénigre. Ce que j'entends souvent sur moi, c'est elle se dénigre, elle n'a pas confiance en elle, elle veut la perfection. Alors si vous encouragez pas un enfant autiste et que vous le dénigrez, il n'y arrivera jamais. C'est très compliqué la confiance en nous déjà quand on n'est pas autiste. Mais alors franchement, quand on est autiste, ça c'est un des gros points communs pour tous les autistes. On a des difficultés de confiance en nous et si on croit pas en nous, on n'y arrive pas quoi. J'ai 15 de moyenne, ça me suffit pas, vous voyez. Et je vais pas parler de ça parce que ça me donne envie de pleurer en plus. Et je vais éviter de pleurer. Allez, on continue. Bien communiquer et développer des relations de confiance avec les enseignants et autres professionnels de l'éducation peut aider. Les parents et les éducateurs doivent s'assurer qu'ils parlent tous le même langage concernant les objectifs et la réalité de ce qui se passe dans la salle de classe. Voilà. Par contre, j'espère que je suis pas malade là. Rejoignez un groupe de soutien pour parents. Ne fondez pas vos décisions sur des rumeurs ou uniquement sur ce que vous entendez de la part d'autres parents. Faites attention à ça, les rumeurs, hein, parce qu'il y a des bonnes rumeurs, mais il y a aussi des mauvaises rumeurs, hein, notamment sur l'autisme, hein, on va pas se le cacher. Leurs besoins et la situation de leur enfant peuvent être très différentes de la vôtre. Parlez directement aux personnes impliquées à l'école. Il faut faire très attention avec l'autisme, hein. Déjà, il faut savoir qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. Tous les gens autistes sont différents et il y a plusieurs niveaux, degrés, formes d'autisme. J'utilise les 3 termes parce que je ne sais pas comment vous dites ça. Moi, personnellement, je dis plusieurs formes d'autisme. C'est par exemple... Bon, là, je prends l'exemple d'une maladie, donc c'est pas bien parce que l'autisme n'est pas une maladie, hein. C'est reconnu comme un handicap, mais par exemple, le corona, on a des variants, des autres variants. Ben, l'autisme, on a une forme, des autres formes. On a le syndrome de Kanner, qui est une forme d'autisme entre guillemets très grave. Et là, ça se rapproche vraiment de la maladie. On a les autistes Asperger, on a les autistes de haut niveau, on a les autistes agressifs. Si vous ne savez pas tout ce qu'est cela, notez-moi un commentaire, je vous explique. J'ai de nombreuses connaissances sur l'autisme. Parfois, je peux me tromper parce que je connais pas non plus super bien l'autisme, mais j'ai envie de dire un truc. Je connais mieux que l'autisme que les professionnels de santé qu'on appelle des psys. Voilà.
Mettre en œuvre le projet personnalisé de scolarisation PPS. Par contre, j'ai fait une généralité, j'ai dit les. Cette section s'inspire des informations proposées par l'association Autisme France, notamment du document trouvable à l'adresse suivante. Bon, je vais pas vous lire le machin. http://w, on s'en fiche. N'hésitez pas à consulter le site internet d'Autisme France ou à contacter directement cette association. Donc allez taper sur internet Autiste France. Bon, si vous n'êtes pas en France, essayez Autisme Belgique, Autisme États-Unis. Non, je rigole. Ne croyez pas à tout ce que je dis non plus, hein. Quand je dis je rigole. Vous pouvez également consulter le site du ministre de l'Éducation nationale, celui de l'INS-HEA. Non, c'est pas tiré du bas, c'est tiré du milieu. Où vous pouvez télécharger gratuitement le guide de scolarisation officiel pour les enfants autistes. D'autres sites précis et documentés existent pour vous aider à connaître vos droits, par exemple. Voilà, on a encore un site internet. Attends, j'arrive pas à respirer. Le PPS est un document important qui vous suivra votre enfant au cours de sa scolarité. Dans cette section, nous nous guidons à travers les étapes. J'y arrive pas. J'ai du mal à respirer, wesh. Le PPS est un document important qui suivra votre enfant au cours de sa scolarité. Dans cette section, nous vous guidons à travers les étapes parmi lesquelles la formation d'une équipe du PPS, l'élaboration du plan et la gestion des problèmes qui peuvent survenir en cours de route. Tout d'abord, assurez-vous que le PPS se met en place à la bonne vitesse. Voici quelques signaux d'alerte. Allez, c'est parti. Donc là, on en est là. Je vais bientôt arrêter. L'école bâcle le processus. La conception du PPS doit être approfondie, ce qui prend du temps. Mauvaise communication. Les professionnels sont-ils réticents à vous expliquer les choses ou sont-ils dédaigneux de votre rôle? Vous transmet-il les informations concernant votre enfant? Vous convoque-t-il à chaque réunion liée au PPS? Ça, c'est des questions qu'il faut bien se poser. Parce que si c'est pas fait, c'est pas normal. Les professionnels, ils font pas leur travail. Venir aux réunions avec un ami de confiance, même si la personne n'est pas experte, peut aider les parents à rester objectifs. Et 4. Le processus n'est pas ouvert. Vous êtes légalement autorisé à assister à chaque réunion d'équipe. Vous devriez aussi visiter, observer les classes et parler aux enseignants. La loi, ne l'oubliez pas, insiste sur la place des parents. On va s'arrêter là aujourd'hui. Voilà, donc ça fait quand même presque 25 minutes de vidéo. Donc j'espère que cette petite partie vous aura plu. Donc je tiens quand même à vous dire que je m'excuse pour les bâillements ou bégaiements ou que je souffle comme un bœuf ou autres commentaires qui peuvent vous être désagréables. Donc au revoir à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce chapitre 12 que je trouve très intéressant. Alors à bientôt et en espérant que ceci vous plaise. Si ce n'est pas le cas, je vous en présente mes sincères excuses. Salutations à tous les amis.